Donc oui, nous allons aborder une nouvelle thématique qui est l'éco-conception dans le domaine du bâtiment. Le contexte, on y reviendra après quand on a travaillé ensemble, pour l'instant je vais vous parler un peu du contexte. Le contexte, pourquoi s'engager dans une démarche d'éco-conception? Déjà une nécessité environnementale. Le 19 août 2014, on avait déjà un cri d'alerte. On a dépassé la population mondiale via crédit écologique, c'est-à-dire qu'on a dépassé la quantité de ressources naturelles renouvelables que l'on peut extraire de la Terre sans compromettre leur renouvellement. Le jour du dépassement évolue de plus en plus rapidement. Alors que pendant 20 ans, on gagnait un mois chaque année. Cette année, ça s'est passé en 11 jours. Donc, ce qu'il en résulte, c'est que pour le reste de l'année, notre consommation est en déficit. Donc ça génère une augmentation de l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, mais c'est aussi réduit. C'est un indicateur, c'est qu'on puisse trop de ressources naturelles sur la planète. Il y a aussi une obligation réglementaire à passer à l'éco-conception. Il y a deux documents importants à relater pour le domaine du bâtiment. C'est le décret 2013-1264 qui concerne les déclarations environnementales de produits de construction destinés à un usage dans les bâtiments. Donc, il est paru le 23 décembre 2013. Et un deuxième texte, la réglementation bâtiment responsable qui a déjà été évoquée ce matin, qui est en cours d'élaboration, qui n'a encore pas de capacité obligatoire. Pour le décret, le texte est en vigueur au 1er janvier 2014 pour tous les matériaux de construction et de décoration, mais il le sera à compter du 1er juillet 2007 aux équipements électriques et électroniques et de génie climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les systèmes intégrés au bâtiment ou à sa parcelle contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour tout ce qui concerne le CVC, le chauffage, ventilation, climatisation, la production locale d'énergie, donc le solaire, le photovoltaïque, etc. L'éclairage, l'eau chaude sanitaire, ces systèmes, et les systèmes d'assainissement. En gros, toute la domotique, tout ce qui est électricité, on va regrouper dans les 3 E les équipements électriques et électroniques. Alors, par rapport à ce décret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'un produit sera mis sur le marché avec une allégation comportant un caractère environnemental ou utilisant des termes de développement durable, et c'est synonyme, on aura l'obligation d'établir une déclaration environnementale. Et puis, le RDR 2020, les directives, puisqu'elles ont déjà été abordées ce matin, je passerai très rapidement. Donc, on a un autre aspect qui va être économique. Donc, j'en avais à dire, mais comme ça a été déjà dit ce matin, je passe. Et donc, il y a une pression économique croissante également. C'est sûr que pour l'instant, les allégations, lorsqu'on a des allégations, il faut avoir fait une évaluation environnementale le 1er juillet 2017, mais certains se sont déjà mis à réaliser ces évaluations. C'est notamment le cas du groupe Legrand, concernant les équipements dont je vous ai parlé. C'est paru dans le moniteur du 6 juin 2014. Aujourd'hui, on parle d'F2S pour le matériel de construction. On va parler de PEP, profil environnement produit, pour les équipements électriques et électroniques. Ces évaluations sont basées sur une analyse de cycle de vie. Aujourd'hui, le groupe Legrand occupe presque 50% de son chiffre d'affaires avec des produits qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale.
Alors comment faire? Vous allez avoir un témoignage de M. Renari, de Roxane. Très bien. Tout d'abord, bonjour à chacune et chacun. Donc, pratiquement, je n'avais pas prévu, j'avais prévu de rentrer directement dans l'opérationnel en fait, de la présentation de la conception, mais je voudrais juste en deux mots situer qui est SIAC, parce que tout le monde ne nous connaît peut-être pas. SIAC, compagnie industrielle d'application thermique, certains me connaissent mieux. Donc on est spécialisé, on est industriel spécialisé dans la conception et la fabrication de tous les produits liés en fait au génie climatique dans le bâtiment, donc du résidentiel individuel, je dirais, jusqu'au bâtiment de très grande taille, hospitalier, tertiaire et industriel. Donc on est une ETI d'un peu moins de 2000 personnes, implantée en région Rhône-Alpes, à la limite entre l'Ain et la Savoie. On a des représentations régionales, ici à Marseille et la Côte, et on a donc des représentations également commerciales et industrielles dans pas mal de pays européens. Signalons quand même que 80-90% de nos produits sont fabriqués en France, et pour le reste, c'est en Europe, en Espagne et en Italie pour certaines marques. Voilà, je ne dirai pas plus, juste pour dire que pourquoi est-ce que je suis là, c'est que depuis maintenant 7 ans, on a intégré une stratégie de développement environnemental très forte, à la fois dans le process industriel, mais également dans les développements produits et dans leur conception. Donc c'est ce que j'ai un peu. Donc en gros, j'avais prévu une présentation en 4 phases. Donc qu'est-ce que l'ACV l'éco-conception pour nous, les motivations d'une telle démarche, comment est-ce qu'elle a été mise en place et quelles sont les difficultés qu'on a pu rencontrer, parce que bien évidemment, il y en a eu. Donc au niveau de la méthode mise en place, c'est donc une méthode d'analyse de cycle de vie, donc apprécier les impacts environnementaux de nos produits et de nos systèmes. Donc on a d'entrée voulu intégrer une démarche qui était une démarche très structurée, très normée, en prévision et en anticipation des réglementations et des normes à venir. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que l'ACV? C'est d'apprécier sur tout le cycle de vie d'un produit et d'un système, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit, l'ensemble des impacts environnementaux basés sur des critères normés. Donc c'est une analyse multicritère sur, bien au-delà évidemment de la partie énergétique, sur le réchauffement climatique, sur la protection de la couche d'ozone, sur la formation de zones photochimiques, etc., sur les différents impacts environnementaux que l'on peut apprécier ici. Alors, une fois qu'on a réalisé cette ACV, l'idée c'est de faire muter en fait la démarche de l'ACV vers vraiment ce qu'on appelle l'éco-conception. Parce que éco-concevoir un produit pour limiter ces impacts environnementaux, ça demande bien évidemment de s'appuyer sur une ACV détaillée et multicritère. Donc en fait, je veux dire, c'est un peu une roue un peu vertueuse d'amélioration des performances. En fait, c'est que d'abord, quand on a déterminé les améliorations environnementales significatives, ça nous permet d'améliorer de façon continue nos produits, d'évaluer les améliorations apportées grâce à la comparaison des analyses de cycle de vie et des impacts environnementaux sur tous les critères. Ça nous permet de mettre à disposition des données fiables, des données environnementales fiables, qui ont en fait deux objectifs. Déjà, pour pouvoir communiquer de manière claire sur notre démarche et sur la performance de nos produits, sur l'aspect environnemental, en faisant abstraction de toutes les machines qui peuvent être une solution de facilité. Et ces données nous permettent aussi d'aborder l'objectif final qui est d'intégrer en fait les données environnementales de nos produits de génie climatique dans les analyses de cycle de vie des bâtiments lorsqu'ils sont réalisés. Et ça nous permet aussi quelque part d'apprécier quel est l'impact environnemental de nos produits sur les différents critères à l'échelle du bâtiment. C'est ce qui nous permet aussi de faire de l'éco-conception, parce que certains critères environnementaux, comme l'eutrophisation de l'eau par exemple, qui sont essentiellement liés au béton dans la construction des bâtiments, nous on n'a pas que très peu. Donc c'est forcément un impact environnemental qu'on ne va pas chercher nécessairement à optimiser. Voilà, c'est un exemple. Alors, au niveau des résultats, c'est-à-dire que nous on est capable à ce jour de donner de manière exhaustive sur l'ensemble de nos gammes l'impact environnemental de tous les produits selon
des critères d'impact qu'on a vu tout à l'heure, hein, qu'on voit sur le tableau en bas à droite, et sur les différentes phases du cycle de vie. Donc ici, on a la fabrication, la distribution, c'est-à-dire la partie transport, la maintenance et la fin de vie. La partie énergétique en usage a été volontairement mise de côté, puisque bien évidemment, cette partie-là est fortement liée à la typologie de bâtiment et au mode d'utilisation de ce bâtiment et au scénario de fonctionnement. Donc, ça fait l'objet d'autres études qui sont plus liées aux simulations thermodynamiques, qui vont aboutir à une énergie consommée, qui nous permettront, connaissant en fait l'impact énergétique du kilowattheure en énergie primaire, par exemple, de pouvoir réaliser à ce moment-là l'impact ACV de la partie énergétique. C'est à la base aussi quelque chose qui nous a permis donc, de déterminer le taux de recyclabilité net des produits. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Il faut bien avoir en tête qu'un produit peut très bien être fortement recyclable, mais ne pas être démontable. Et si vous utilisez que des matériaux recyclables que vous êtes incapable de démonter, de séparer, le taux de recyclabilité sera pas. Donc voilà, c'est important aussi de pouvoir annoncer des taux de recyclabilité net du produit, c'est-à-dire en fait les matériaux qui sont effectivement réutilisables. C'est des choses qu'on est capable de faire. Alors, globalement, j'ai indiqué ici un schéma qui nous permet par exemple d'un appareil, là en l'occurrence c'est une cassette de traitement d'air local d'un bureau, hein, type Coadis 2, que l'on a remplacé par un autre produit avec la même fonctionnalité, qui a été conçu en éco-conception et globalement, de manière globale sur l'ensemble des impacts environnementaux tels qu'on l'a évoqué juste avant, nous permet en l'occurrence d'avoir un impact environnemental global inférieur de 60% par rapport aux produits auxquels il s'est substitué. Donc ça situe de manière simple et directe en fait l'impact environnemental de cette éco-conception. Alors là, c'est un truc un peu compliqué peut-être, mais bon, j'ai quand même voulu montrer que ici, on a deux réseaux d'histogrammes, donc le rouge et le bleu. Le rouge, ça correspond à un système global, c'est-à-dire qui va englober la production, le traitement d'air sur la centrale de traitement d'air et les unités de confort. Le bleu étant l'analyse de cycle de vie correspondant à l'unité de confort elle-même, c'est-à-dire l'élément de traitement thermique et aéronique en local. Ce qu'on peut appeler singulièrement l'anticonvecteur, qui est un terme maintenant qui n'est plus utilisé dans la mesure où l'unité de confort apporte d'autres services que simplement le traitement thermique. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, si on prend l'appareil en lui-même, on voit que la fabrication, sur l'impact CO2, donc on parle beaucoup de CO2, parce qu'effectivement, c'est ce qui peut se substituer quelque part à simplement, dans un premier temps, à l'impact purement énergétique de consommation en kilowattheure. Donc, sur l'impact CO2, on a la fabrication qui est prépondérante. Donc, ça, c'est un point qui est quand même très important, et ça montre l'intérêt de faire une éco-conception sur les produits, surtout au niveau de leur phase fabrication, et que contrairement à ce qu'on peut penser sur beaucoup de produits, la consommation énergétique n'est pas prépondérante sur l'impact CO2. Par contre, si on raisonne sur le système dans sa globalité, on voit qu'en fait l'impact s'inverse, c'est-à-dire qu'on a, donc, le système, je rappelle, qui va intégrer les machines thermodynamiques pour produire le froid et le chaud, les centrales de traitement d'air pour faire traiter l'air neuf et les unités de confort. On a donc cette fois la consommation énergétique qui devient prépondérante. Donc là, ce qui est intéressant là, et ce que je vais faire passer comme message, c'est que ça nécessite, donc ça prouve que, faire de l'éco-conception, ça n'est pas pour le matériel de chimie climatique, uniquement de faire de l'éco-conception par produit. Ce qui est très important de faire, c'est d'aborder le sujet sur le plan de la conception globale. De la conception globale du système dans son intégralité. Alors, le contexte environnemental, donc Laurent vient de parler du décret donc, qui va être en application au 1er juillet 2007, donc qui va imposer en fait pour toute allégation environnementale d'appuyer ces déclarations sur la réalisation d'une ACV, ça va être une obligation. Et là, je vais rebondir sur quelque chose qui a été évoqué également par M. Gatier ce matin de manière très brillante. C'est le passage quelque part de ce qu'on peut appeler les réglementations thermiques telles qu'on les vit à ce jour, vers ce que j'espère être une réglementation qui abandonnera le terme thermique et qui confirmera la dénomination de réglementation bâtiment responsable. Et comme je suis un lecteur assidu des rapports de la commission de préfiguration de cette RPR 2020, j'encourage d'ailleurs tous les gens intéressés à s'y référer
référer parce que pour moi, typiquement dans mon travail de prescription, c'est maintenant quelque chose que je mets comme étant un axe stratégique. J'appuie toutes ces notions de qualité d'air intérieur, puisque c'est un autre sujet qui m'intéresse fortement, et ces notions d'éco-conception, je m'appuie de plus en plus sur cette perspective réglementaire qui va donc intégrer des choses, des notions par exemple de bien-être, de santé des occupants. Donc là on rejoint la partie qualité d'air intérieur qui a été évoquée précédemment, et ces indicateurs globaux sur l'analyse du cycle de vie, notamment de par cette volonté d'intégrer éventuellement un critère énergétique et d'impact carbone sur l'intégralité du cycle de vie. Donc pour moi, c'est vraiment un texte fondamental qui va nous permettre quelque part de pouvoir enfin profiter commercialement, pour parler de manière simple en tant qu'industriel, puisque c'est un peu la volonté, de pouvoir profiter commercialement de toutes les innovations et les stratégies que l'on va mettre en place autour de ces sujets environnementaux. Alors, un autre aspect aussi qui peut être souligné, c'est il y a une directive de l'Union européenne qui est sortie en février 2014 qui parle de préconise en fait la prise en compte de l'analyse en cycle de vie dans les spécifications techniques et les critères de choix d'adjudication sur les marchés publics. Donc, on peut imaginer que c'est quelque chose aussi qui sera décliné dans un terme plus ou moins long dans la législation des différents pays membres de l'Union européenne. Donc, là aussi, quelque chose qui va favoriser le développement de ces analyses de cycle de vie sur l'ensemble des produits. Alors ensuite, les motivations d'une telle démarche, ça repose aussi sur la responsabilité sociétale des entreprises. Puisqu'on est tous plus ou moins militants sur la cause environnementale, on peut l'être au niveau individuel, mais on peut l'être aussi au niveau de la collectivité qu'est l'entreprise et le monde économique. Donc je ne reviendrai pas sur la définition du développement durable, qui illustre un peu sur le triptyque en haut à droite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a intégré dans notre démarche RSE un management intégré qualité, sécurité, environnement, qui reprend les certifications au niveau des usines sur la 14001, sur le CHAS 18001, qui est en fait une certification qui est liée plutôt à la qualité des conditions de travail au niveau des gens qui travaillent dans les usines, et l'ISO 9001 que tout le monde connaît. Et d'un autre côté, ça intègre également maintenant, donc depuis très peu, depuis 2-3 mois, l'éco-conception des produits. Ce qui fait qu'en fait, on est également certifié sur notre démarche d'éco-conception des produits en respect des normes, donc de l'ISO 14001, et donc qui aboutit donc au bilan environnemental produit système qu'on est capable à ce jour de fournir sur l'ensemble de nos produits sans aucun problème. Et tout ça, ça s'intègre dans, j'ai illustré ça par la route Bénin que vous connaissez certainement, donc c'est planifier, faire, vérifier et réagir. En fait, on n'est pas certifié sur une valeur intrinsèque à un instant T, mais on est certifié sur le fait d'inscrire l'ensemble des démarches dans quelque chose qui est cette roue de Bénin vertueuse qui nous permet de nous améliorer dans nos performances. Alors après, c'est que pour nous, en fait, toute cette démarche s'appuie sur ce que j'appelle une stratégie qui est cohérente, parce que pour moi, la performance environnementale du système de génie climatique passe nécessairement par cette approche globale multicritère et qui répond réellement aux attentes de performance du bâtiment. Donc en haut, j'ai remis la réglementation thermique, soit, qui probablement se limitera dans une réglementation bâtiment responsable. Ensuite, les certifications environnementales auxquelles on est confronté, vous connaissez tous, HQE, BREEAM, la DGLB pour elle-même. Et ensuite, et derrière, quelque part, pour nous, ça se traduit par une stratégie forte de développement des systèmes autour de la qualité d'air, de l'optimisation de du confort, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, on ne fait pas des bâtiments pour faire de l'optimisation énergétique, et que quelque part, les vrais critères, ce sont la qualité d'air et le confort, c'est-à-dire le service que l'on rend réellement aux occupants. Et l'optimisation énergétique, en fait, ça n'est pas une finalité, mais c'est vraiment une conséquence de ces deux garde-fous que sont la QAI et le confort. Et donc, le logo éco-design, dont je viens de parler, d'éco-conception, etc., donc voilà, c'est le deuxième pilier de notre démarche et de notre stratégie qui se traduit derrière par ASIS, en fait, qui est notre système sur boucle d'eau global et qui intègre en fait l'ensemble de ces deux piliers stratégiques. Voilà, ça c'est ce que je vais dire. Bon, ça je vais me répéter. Donc, alors après, dans la motivation d'une telle démarche, c'est aussi, je dirais quelque part, la différenciation par rapport à notre concurrence. C'est être capable, par exemple, ici j'ai repris un tableau comparatif entre, sur un là ça a été quantifié les impacts environnementaux d'un système de génie climatique basé sur boucle d'eau en comparaison d'un système basé
sur de la détente directe, que vous pouvez connaître par ailleurs également. Et donc, en fait, je me suis amusé à faire le comparatif sur un plan purement environnemental de ces deux systèmes. Et on voit, par exemple, que les gains de faire un système donc, globalement éco-conçu, basé sur la boucle d'eau, plutôt que sur un système à détente directe, notamment sur les deux critères que sont le réchauffement climatique et la destruction de la couche d'ozone. Disons que ça nous permet de quantifier un impact, en tout cas un gain qui est loin d'être négligeable, donc ça nous permet aussi quelque part de prescrire cette différenciation environnementale. Bon, là je vais passer parce que ça prend trop de temps. Alors, dans cet objectif d'éco-conception, on est aussi dans des objectifs d'innovation. Parce que derrière l'éco-conception, c'est ce qui nous permet aussi, je dirais, à moyen ou à plus long terme, de passer à autre chose qui serait l'éco-innovation. Voilà. Donc pour pouvoir passer à cette éco-innovation, il faut comprendre les composants de l'innovation et le rôle réellement de l'environnement dans la création de valeur en fait, du système. Donc ces clés d'innovation, c'est vraiment de mettre l'environnement au cœur en fait, de toute démarche et de tout développement. Et derrière, cette partie environnementale va forcément impacter la technologie, les développements de produits, les développements de systèmes innovants, les programmes de recherche et d'innovation, mais également toute la partie marketing et commerciale. Ça, c'est plus ma partie en fait. Et que si on ne joue pas sur cette synergie-là, ben, il est clair que de toute façon, ça ne peut pas marcher. Surtout quand on est, comme sur ce sujet précis, en anticipation de la réglementation. Parce que forcément, ce qu'on dit souvent en interne, toutes les histoires c'est vachement bien, mais par contre, qu'est-ce que ça nous apporte en monnaie sonnante et trébuchante? Donc ça c'est une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'à ce jour, je dirais que sur ce triptyque, outre le développement de la compétence environnementale, le gros sujet, la vraie difficulté pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est cette partie marketing et de pouvoir traduire en fait, ces bénéfices au niveau commercial. Alors, les leviers de la création de valeur, c'est dire, par exemple, là, on a Quadisline, donc une unité de confort, une cassette, donc on est vraiment, en fait, on est au niveau 1, on est vraiment sur le produit. Donc, c'est pas là-dessus qu'on va réellement avoir une création de valeur environnementale forte. On va passer au niveau 2, donc là, on va intégrer dans cette cassette des fonctionnalités qui sont là, en l'occurrence, intégrer une fonction épure qui va améliorer la qualité d'air intérieur. Là, c'est une chambre d'hôpital, mais ça va être dans l'ambulance et ça serait la même chose. Qui va améliorer la qualité d'air intérieur au niveau du produit. Donc là, on arrive sur un niveau 2. Donc là, déjà, on peut considérer que l'approche environnementale va commencer à créer de la valeur dans la vente du produit. Et l'approche globale, c'est-à-dire là où on arrive au niveau 4, où on va réellement pouvoir créer une vraie valeur, c'est de dire, par exemple, bon, ben voilà, je fais du pôle énergie, c'est-à-dire que je raisonne sur un système global où je vais intégrer des fonctionnalités multiples, des technologies multiples, avec une régulation spécifique qui intègre l'expertise du fonctionnement de ce produit. Et là, on arrive effectivement à ce qu'on peut appeler une vraie éco-efficacité et avec forcément derrière, en termes d'affaires, une création de valeur qui fait qu'on va augmenter, qu'on va renforcer les bénéfices clients, parce qu'on aura des systèmes qui sont plus performants, énergétiquement, QAI, confort. On va améliorer la rentabilité et quelque part, enfin, là c'est plus pour nous, et quelque part on espère qu'à terme on pourra augmenter les ventes. Alors, développement, tout cet aspect a demandé donc, par contre un fort investissement en interne pour, je dirais, pour pouvoir faire tout ce travail, notamment pour estimer les impacts environnementaux de tous nos produits. Donc ça veut dire forcément intégrer dans tous les services concernés dans l'entreprise, la R&I, le développement, les bureaux d'études, les méthodes, la fabrication, le montage, l'achat des qualités, tout ça. Voilà, cette sensibilité pour pouvoir avancer. C'est intégrer aussi les logiciels d'ACV type Cimapro qui nous permettent en fait de réaliser ces travaux. Voilà, pour arriver à ces résultats en fait, tels que je vous ai dépeint précédemment. Alors, les difficultés rencontrées en fait en interne, c'est que, donc, comme je disais juste avant, ça demande des acteurs internes nécessairement très impliqués. Voilà. Donc ça veut dire forcément sensibiliser en permanence, c'est-à-dire avoir des gens qui sont dédiés à ça et dont c'est le travail en interne. C'est faire adhérer en fait les différents rouages de l'entreprise à ces thématiques. Et derrière, forcément, c'est intégrer des cycles de formation qui permettent à chacun d'augmenter son niveau de connaissance en fait, sur ces sujets. Ça, c'est vraiment une clé de réussite fondamentale. C'est aussi, quelque part, accroître les compétences internes sur l'environnement des produits systèmes. C'est-à-dire que là, j'ai un peu listé la maintenance, la consommation énergétique, transport des composants, approche
pro matières premières, enfin, la réparabilité, les pièces de rechange, la gestion en fin de vie, la durée de vie des produits, le mean time before failure, en fait, savoir au bout de combien de temps on doit remplacer les appareils ou les sous-ensembles. Ça, c'est toutes des notions, en fait, quand on se contentait d'être des fabricants de produits génie climatique ou dans n'importe quel produit, en fait, on n'avait pas besoin. Il n'y a pas besoin de savoir comment se faisait la maintenance de nos produits, combien ils duraient, la réparabilité, enfin, tout ce que j'indiquais en fait. Voilà. Et alors que maintenant, si on est dans une procédure d'éco-conception, bah, forcément on est obligé d'accroître nos propres compétences sur tous ces sujets en appui avec les spécialistes qui peuvent être les maîtres d'œuvre, les sociétés d'exploitation ou les installateurs. Alors à l'externe, parce qu'il y a aussi quelque part des difficultés à l'externe, donc les événements extérieurs qui viennent perturber tout ça, c'est lié au marché. Hein. Le marché à ce jour, comme on est en forte anticipation, la maturité du marché, en fait, pas encore. Je continue à croire qu'avec différents outils réglementaires, petit à petit, le marché sera obligé de s'y mettre. La crise économique et financière fait qu'effectivement, en 2008, c'était beaucoup plus facile, quand la crise n'était pas encore là, de faire entrer les maîtres d'ouvrage dans une démarche d'éco-conception de leur bâtiment et de promouvoir ça. En 2014, c'est devenu vraiment beaucoup plus compliqué. Alors, l'autre difficulté, c'est les normes qui sont en évolution constante. Donc, ça veut dire que quelque part, moi, ça occupe, je ne sais pas, la moitié de mon temps pour suivre les évolutions des normes, des réglementations, des trucs. Par contre, c'est fondamental, mais c'est quand même une vraie difficulté. Même si je considère, moi, contrairement à tous les gens qui tirent sur le délai en disant ouais, la simplification réglementaire de chez lui, bon, je ne suis pas sûr, mais je trouve quand même qu'on a des outils et c'est quand même intéressant de s'en servir comme une bon, les réglementations sont encore faibles, donc comme je viens de dire, il y a peu d'incitation fiscale sur le sujet. Il y a un autre sujet aussi qui est quand même un frein à tout ça, c'est que la chaîne de décision dans le monde du bâtiment est quand même compliquée. Ici, on a des représentants des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, voilà, donc il y a ça. Il y a les maîtres d'ouvrage qui, de toute façon, vont aussi avoir, à un moment donné, c'est eux qui vont émettre l'idée et la volonté de s'inscrire dans ce genre de démarche. Voilà. Et après, il y a les installateurs au bout de la chaîne à qui nous, on vend. Donc, pour pouvoir maintenir auprès d'installateurs une prescription que l'on peut faire en aval sur un système plus vertueux, ça veut dire que tous les rouages du monde du bâtiment doivent en fait s'intégrer un petit peu dans la même démarche. Les maîtres d'ouvrage sont encore faiblement sensibilisés. Alors, on a aussi une difficulté, c'est que nos propres fournisseurs sont encore très peu impliqués sur le sujet. Donc, quand on veut faire une ACV d'un produit, par exemple, je ne sais pas, des moteurs électriques ou des compresseurs, par exemple, dans les machines thermodynamiques, nos fournisseurs ne sont pas encore sur le sujet. Donc, pour nous, c'est une vraie difficulté. Donc, ça demande, on démonte certains sous-ensembles, on pèse les différents matériaux pour pouvoir réaliser cette analyse de vue. Et puis, ça demande un effort de prescription hyper important et c'est ce qui m'occupe, en fait, depuis des années. Voilà, donc, en conclusion, l'éco-conception, c'est une démarche globale qui implique tous les métiers liés au développement des produits. Là, je parle vraiment en interne, et donc c'est une interconnexion sur tous les métiers de l'entreprise, et quelque part c'est aussi un compromis avec les autres contraintes du développement, parce que forcément il y a un prix marché auquel il faut se confronter, il faut se conformer, donc on ne peut pas non plus dire on va vachement améliorer cet impact environnemental, après on risque d'avoir un produit qui ne soit pas dans l'objectif prix marché et qui derrière ne sera pas vendu. Voilà. Et donc, l'objectif, quand même, mon objectif, là, c'est d'intégrer l'éco-innovation et de faire l'environnement un avantage concurrentiel. Donc, le dernier slide, c'est vraiment ça. C'est concevoir au cœur du truc, concevoir les produits en tenant compte de l'environnement. C'est ce qui nous permet, quelque part, de stimuler l'innovation, de répondre aux futures exigences réglementaires, de structurer l'image environnementale de la société, parce que ça, c'est aussi important dans le marketing. Là, je vais vous raconter le baratin, là, mais quelque part, ça permet de donner une bonne image, je pense, environnementale de SIAT. C'est aussi en interne rationaliser les flux de fabrication, ça permet aussi d'avoir des leviers de rationalisation de flux de fabrication, donc quelque part d'améliorer la rentabilité en fait en termes de productivité. Et puis c'est répondre aux demandes des clients en termes d'ACV, en termes de labellisation environnementale, puisqu'on sait de certification environnementale, parce qu'on sait que de plus en plus, dans la production anglaise ou dans la HQE française, ces critères de qualité d'air intérieur de part et donc d'ACV sont de plus en plus demandés, je dirais. Donc l'idée finale, c'est de différencier notre offre pour pouvoir le faire. Je vous remercie.